Mon nom est Major Patrick Gobin. Je suis le chef d'équipe des Snowbirds pour la saison 2014-2015. Mon nom, c'est Philippe Roy. Je suis le pilote numéro 4 pour les Snowbirds. Ici, à Comox, les gens ils s'attendent à nous autres. On vient ici à chaque année, l'équipe des Snowbirds, pour pratiquer, finaliser notre entraînement. Comox, c'est vraiment notre déploiement qui est le plus important de toute la saison. C'est vraiment la place où le spectacle prend forme. Chaque été, de véritables artistes de l'air volent de ville en ville où ils en mettent plein la vue aux amateurs dans le cadre de spectacles aériens réglés au quart de tour. Une poignée de Québécois font partie de ce grand cirque volant. L'histoire qui suit est la leur. Pour les habitants de Comox sur l'île de Vancouver, le mois d'avril marque le retour d'une colonie d'oiseaux rares. Chaque printemps, les Snowbirds des Forces canadiennes quittent leur base de Moose Jaw en Saskatchewan et séjournent ici pour un entraînement intensif de 2 semaines, juste avant la saison des spectacles aériens. Comox, c'est vraiment notre déploiement qui est le plus important de toute la saison. Le major Patrick Gobeil entame sa 2e année comme leader des Snowbirds. Comme le veut la tradition, la moitié de ces hommes ont cédé leur place à de nouveaux pilotes cette année. Une nouvelle saison, une toute nouvelle équipe. Point de vue vol, juste à ce moment-là, tout ce qu'on a fait, c'est voler à Moose Jaw dans notre zone d'entraînement où on a une ligne de spectacle simulée qui n'est pas vraiment standard à ce qu'on va voir dans notre saison de spectacle. C'est une petite piste de gazon. C'est pas une ligne de spectacle traditionnelle. Après 6 mois d'exercice dans les prairies, à voler en plus petite formation ou à exécuter des plus courtes séquences, c'est enfin l'heure de la répétition générale. On arrive à Comox, on travaille avec une ligne de spectacle, on a une piste. En arrière de la ligne de spectacle, il y a des montagnes immenses. Puis ça change complètement ta perspective. Ensuite, on vole au-dessus de l'eau, qui est un autre aspect qui est extrêmement important. Tous ces aspects-là, pour nous, font que Comox, c'est vraiment la place où le spectacle prend forme. 110, radio check. Two back. One back. 10. Pour cette nouvelle édition des Snowbirds, c'est le moment de vérité. Pendant qu'une foule de curieux se rassemble sur une plage adjacente à la base, le major Gobeil engage ses hommes vers leur première routine complète, exécutée entièrement au-dessus de l'eau. On utilise beaucoup de références visuelles que tu réalises pas vraiment jusqu'à temps que tu les perdes, quand tu arrives au-dessus de l'eau. C'est quelque chose qui prend du temps à s'habituer. Running in for high show. Snowbirds checking. Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Let's have a great show, guys. My name is Captain Regan Wickett, Snowbird 11 from Saskatoon, Saskatchewan. Your Canadian Forces, Snowbirds! Smoke now. Mais la formation des Snowbirds n'est pas la seule équipe des Forces à tenir son camp printanier à Comox. À la même période, l'équipe de démonstration du CF-18 est à fignoler la routine que les Forces présenteront sur le circuit des spectacles aériens cet été. De avril à septembre-octobre, l'équipe se promène en Amérique du Nord pour démontrer nos capacités de l'aviation royale canadienne. Toute l'équipe fait partie du militaire. On a une équipe de l'Ouest de maintenance, on a une équipe de l'Est de maintenance, puis le pilote, il vient normalement ou de Bagotville ou de Cold-Lake. Il reste, je pense, 3 ou 4 autres vols après celui-là, avant le spectacle d'approbation par le général. Pour le capitaine Denis Cheech-Beaulieu, plus habitué aux missions tactiques, les prochains mois n'auront rien à voir avec la routine habituelle. Il y a un pilote qui est sélectionné à chaque année pour avoir cette position-là, pour faire les spectacles aériens. N'importe quel pilote de chasse au Canada est capable de faire ces manœuvres-là, mais ça prend quand même un entraînement spécial parce qu'on les fait à très basse altitude.
Donc, le facteur de risque est élevé. Il faut vraiment avoir les bons chiffres, les bonnes vitesses, les bonnes altitudes de récupération pour amorcer les manœuvres. Comme par exemple, moi, je viens de commencer mon entraînement, ça fait quelques semaines. Et puis là, je suis coaché, si on veut, par le pilote qui a fait les spectacles l'an dernier, qui, là, lui, il me transmet sa connaissance, son expérience, il me donne une couple de petits trucs. Telle manœuvre, essaie de faire ça plutôt comme ça. Change ça un petit peu de telle façon. Ça, tu fais bien. Ça, si tu le fais un petit peu moins bien, travaille là-dessus. Donc, c'est vraiment une job de coaching, du partage d'expérience, partage de connaissances. Pendant que l'équipe termine la préparation de l'appareil pour son entraînement, Cheech enfile sa combinaison de vol. Dans les manœuvres serrées, son corps subira des accélérations verticales de plusieurs G, c'est-à-dire plusieurs fois équivalentes à la gravité terrestre. Le G-Suit, ça se connecte dans l'avion, comme ça, ici. Puis, ça va avec l'air sous pression qui sort des moteurs. Ça commence à gonfler automatiquement à 2G. Puis, ça gonfle proportionnellement au nombre de G qu'on tire. Fait que plus on tire, plus ça gonfle. Fait que c'est des poches d'air, dans le fond, qu'il y a au niveau des mollets, au niveau des cuisses, puis de l'abdomen. Ça fait que ça contracte ces gros groupes musculaires-là, puis ça empêche le sang de trop descendre vers les pieds quand on tire des G, ce qui pourrait faire que manque de sang dans le cerveau, puis éventuellement perte de conscience. Ça, apparemment, j'ai lu des articles là-dessus qui disent que ça augmente la tolérance environ de 1G,5 à 2G. Fait que quelqu'un qui aurait une tolérance jusqu'à 8G, puis en avoir jusqu'à 10 avec ça. C'est une invention canadienne, en plus, le G-Suit. Hein? Dans ta routine de démo, tu tires combien de G? L'avion et l'R-18, son nombre de G maximum positif, c'est 7,5. Des fois, l'ordinateur calcule que dans certaines conditions, avec le poids et tout ça, il peut aller un petit peu plus que ça. Donc 8, 8,1, ça peut arriver, sans que ça soit ce qu'on appelle un overstress. Mais normalement, c'est 7,5. Puis dans la routine, là, je vais pas mal jusqu'au max, là, 7, entre 7 et 7,5, typiquement. Pendant qu'à Comox, ses anciens collègues se préparent pour la saison des spectacles, à l'autre bout du pays, un pilote retraité des forces prépare sa transition vers l'aviation acrobatique civile. En plus d'assurer la gestion du petit aéroport de Rivière-du-Loup, Martin Yvon offre des séances de vol acrobatique aux amateurs de sensations fortes prêts à prendre place sur son siège passager. Ça fait des belles expériences. C'est une bonne dose d'adrénaline. J'ai beaucoup de réactions diverses, mais d'habitude, ça finit pas mal avec des gros sourires mur à mur. Combien de vols? Un dans celui-là. Pour cet ancien pilote de chasse et instructeur de vol, la passion de l'aviation est en train de devenir une histoire de famille. Je pense que c'est ça le top, faudrait qu'il soit plus haut. Je te le dis pareil. Il y a 4 ans de ça maintenant, mon garçon a fait sa licence privée. Et il a absolument tripé. En bon québécois, il a tripé. Et l'an passé, on a mis mon épouse au défi, tous les deux, de faire son cours de pilotage. Ça a parti d'une blague. Maman, voyons donc, maman, faire piloter un avion. Hey, ça serait drôle. Hein? Puis là, Martin a embarqué. Pas de potentiel. Ah ben, tabarouette. Fait que l'an passé, elle nous a pris sur notre défi, puis elle a fait sa licence privée. Fait qu'elle est devenue pilote, elle aussi. Avec sa femme numéro 1 maintenant apte à le suivre sur la route, Martin s'est mis à envisager la prochaine étape. L'an passé, j'ai vu passer cette belle machine-là sur le marché, puis ils sont rares. Les beaux avions acrobatiques en ordre, puis tout ça, sont rares. Fait que je l'ai acheté, puis là, j'ai commencé mon programme d'entraînement en vue de faire du spectacle aérien. Mais malgré ses quelques 4000 heures de vol sur des avions militaires, Martin doit refaire ses classes pour être autorisé à performer en présence d'une foule en tant que civil. T'as pas de passe-droit. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas de passe-droit. Il y a un organisme qui s'appelle l'ICAS qui chapeaute tout ce monde-là. Il y a des choses à faire, il y a des évaluations à faire, il y a des choses à préparer. Puis il faut passer par là, même avec l'expérience. Puis en même temps, c'est pour les bonnes raisons. Le monde du spectacle aérien,
il y a quelques années, c'était rendu un peu, je dirais presque dangereux. C'est maintenant l'inverse. C'est très, très, très axé sur la sécurité en premier. Si on n'est pas capable de faire un beau show sécuritaire, on ne fera pas de show pantoute. Après avoir fait approuver sa séquence de vol, Martin s'affaire ces jours-ci à en parfaire l'exécution. Dans moins d'une semaine, il a enfin rendez-vous avec l'une des rares personnes en Amérique du Nord autorisée à lui accorder son accréditation. Je vends surtout pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut faire bien attention dans ce monde-là. Et il s'agira de son unique occasion cette année d'obtenir sa licence. Et ce, même si les conditions de vol s'avéraient aussi mauvaises qu'aujourd'hui. C'est l'été. Il fait chaud. Quand il fait chaud, l'air chaud monte. Fait que ça devient très turbulent. Quand ils vendent, d'habitude, ils vendent toujours du mauvais bord. Puis le mauvais bord, pour un spectacle aérien, c'est un vent qui te pousse vers la foule. Fait qu'ici, à Rivière-du-Loup, je suis chanceux dans le sens que les vents dominants de l'aéroport de Rivière-du-Loup et la boîte que je me suis fait approuver pour pratiquer, par une boîte de pratique, elle est dans ces conditions-là souvent. Fait que j'ai souvent des conditions complètement nulles. Fait que là, quand tu arrives dans un spectacle où les conditions sont belles, c'est facile. Ça fait quand même plusieurs mois que je m'entraîne. La routine, elle est à 99 % près. Tu vas avoir quelque chose qui a un peu de wow, tu sais, que le spectateur va faire comme wow, c'est impressionnant. Tu vas avoir quelque chose qui est compact, qui est en avant de la foule toujours. Tu vas avoir quelque chose qui a un degré de difficulté intéressant, mais en même temps, je garde le degré de difficulté moindre que mon maximum. Je veux pas être à ma limite sur une routine d'air chaud. Bien au-delà de l'aspect esthétique des manœuvres, ce sont leur position, leur altitude et leur angle d'attaque qui seront scrutés à la loupe par l'évaluateur. Un moindre faux pas en matière de sécurité et Martin verra son projet retardé d'au moins 1 an. Ton positionnement n'est pas tout à fait tout le temps comme tu aimerais. Plus loin de la foule, c'est correct. Trop proche de la foule, ça passe pas. Ça, c'est inacceptable. La pression d'une foule, ça m'énerve moins que la pression d'un seul évaluateur. Oh boy! Ils vendent très fort, le vent shift en altitude, la densité d'altitude est affreuse. C'est bumpy, terrible. C'est dur de rester même juste en palier droite. Quand tu rentres dans les manœuvres, tu te fais brasser, tu te fais cogner, c'est l'enfer. Il y a 2 manœuvres que j'ai complètement manquées, que j'ai rattrapées avec d'autres choses pour pas que ça paraisse trop, là, mais c'est atroce aujourd'hui. À Comox ce matin, les conditions sont tout aussi mauvaises. Les orages intermittents forcent l'équipe à ranger l'équipement nécessaire pour la narration au sol. Mais pour Cheech, il s'agit quand même d'une occasion de répéter quelques manœuvres à basse altitude. On a 2 types de spectacles, donc on a le high show puis le low show, donc à haute altitude, basse altitude. Ça va être... normalement, on essaie toujours de faire le high show le plus possible, ça nous permet de faire des manœuvres verticales. Mais si la météo est mauvaise puis le plafond nuageux est trop bas, bien, on veut quand même donner un bon spectacle. Donc, on a des manœuvres qui demandent moins d'altitude pour pouvoir les réaliser. Mettons qu'il y a autant de pluie que ça, une journée de spectacle, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, tu n'aurais pas grand monde qui serait là. Puis, dépendamment, nous autres, on peut voler quand
On a des manœuvres qu'on peut voler même quand le plafond est à 1000 pieds, ou les civils, pour eux autres, s'ils sont au spectacle, le plafond peut être plus haut. Fait que le airboss, ou la personne qui est en charge de contrôler tout ce qui se passe dans l'air pour le spectacle aérien, prend la décision. On cancelle tout ou peu importe. Mais normalement, une journée comme ça, là, ça aurait été cancellé aujourd'hui. Un avion de chasse comme ça, dans un spectacle aérien, c'est souvent l'avion le plus puissant. C'est très impressionnant aussi au niveau sonore, parce que ça fait beaucoup de bruit. Et puis, le CF-18, sa particularité par rapport à d'autres avions de chasse, si on compare par exemple au F-15, au F-16, le CF-18, c'est un avion qui est très manœuvrable à basse vitesse. Donc, on est capable de faire des manœuvres assez agressives. Fort heureusement, les prévisions météo annoncent un éclaircissement pour l'après-midi. Au grand bonheur des Snowbirds, qui peuvent ainsi se préparer à livrer leur high show. One back, pulling up, snowbird, split, now. Yes, and split. And in now. P and pause. Smoke off, now. En bordure de l'île de Vancouver, le major Patrick Gobeil et ses nouveaux Snowbirds s'apprêtent à exécuter pour la première fois leur routine complète au-dessus de l'eau. T'as une année sur deux que t'as 5 personnes sur 4 qui changent sur l'équipe. 6 mois d'entraînement pour arriver à un spectacle de la qualité qu'on le fait, c'est pas beaucoup de temps, spécialement quand on change un grand nombre de pilotes comme ça. Un premier grand test qui révélera si l'équipe est prête pour l'approbation du spectacle par le haut commandement la semaine prochaine. Have a great show, guys. Smoke now. Tout juste derrière Patrick dans la formation, le capitaine Philippe Roy, qui à sa 2e année avec les Snowbirds, occupe la position délicate du Snowbird numéro 4. Moi, je suis celui qui est dans le milieu de la formation. La plupart du temps, j'ai tout le temps du monde qui sont soit juste en avant de moi, à droite puis à gauche. J'ai le boss qui est directement en avant de moi. Puis j'ai la même chose en arrière. Quelqu'un directement en arrière, puis en arrière, ses côtés. Toutes les positions demandent une grosse concentration, mais c'est sûr que je peux pas bouger, là, soit à droite, à gauche, en avant, en arrière. J'ai pas beaucoup de manœuvres. Inners, one back. Inners, roll now. Les communications en vol sont bien importantes, puis ce qui se fait, c'est vraiment juste ce qui doit se faire. Puis si on n'a pas à parler, on parle pas, parce que sinon on peut déranger, puis on peut bloquer une communication qui est bien importante. La part des communications, ça va être Patrick, le boss, qui fait les communications, puis il va nous dire qu'est-ce qui va se passer, comme avant d'aller dans un loop, puis faut que tout le monde soit sur la même page. Puis tout est un peu sur une cadence. Lui, il va dire qu'il va faire un loop. Il va dire 3 back loop, 2 back, 1 back, pulling up. Puis là, il tire sur le manche. Tout est sur une cadence pour que nous autres, on commence à tirer avant de même voir son avion partir pour qu'on puisse... Puis à partir de là, c'est des petites corrections. C'est qu'il y a ces communications-là, il y a sur les splits. Quand on fait des splits, c'est bien important. Encore là, c'est une cadence, il va dire... Split now. Split now, c'est qu'il y a du monde qui vont partir sur le S du split. Now, les autres, ils partent. Puis après ça, il y a une pause. C'est que dépendamment quel split qu'on fait, la cadence est vraiment importante. Puis il faut partir vraiment sur la lettre du mot. Sinon, ça peut être... il peut y avoir des conflits qui peuvent se passer entre certains avions. Aujourd'hui, les curieux qui se sont présentés sur la Air Force Beach de Comox n'ont pas été déçus. À une semaine de l'approbation de leur routine par le haut commandement, les Snowbirds ont livré une performance digne de toutes les équipes qui, depuis la création de cette formation d'élite il y a 45 ans, ont représenté les Forces armées canadiennes sur le circuit des spectacles aériens. On est presque plus vraiment fiers du spectacle qu'on a cette année. C'est vraiment 30 minutes intenses, des manœuvres qu'on a ramenées, que ça faisait 8 ans avant qui n'avaient pas été faites. Donc ça, je suis fier de ça. Puis
J'ai juste la chance de travailler avec des techniciens, des pilotes qui veulent être là, qui veulent être là, puis qui veulent faire une différence, puis qui veulent s'améliorer à tous les jours. Donc, au bout du compte, je suis chanceux, puis j'ai vraiment un bon groupe de personnes. Donc, ça me facilite la tâche beaucoup. Au cours des prochains mois, les Snowbirds livreront plus de 50 spectacles un peu partout au Canada et aux États-Unis. Autant d'occasions pour ces pilotes d'exception de partager avec les spectateurs, jeunes et moins jeunes, leur passion pour l'aviation. J'ai toujours été passionné par l'aviation depuis que je suis bien jeune. Je pense que la première fois que j'ai vu un air show, j'avais à peu près 6 ans, puis les Snowbirds étaient là, puis ça m'avait vraiment marqué et touché. C'est que depuis ce temps-là, j'ai toujours été passionné, puis c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Aussi longtemps que je me souvienne, peut-être 8-9 ans, j'ai toujours voulu faire ça. Il n'y avait pas d'autres options vraiment. Je voulais peut-être être joueur de hockey aussi, mais ça n'a pas marché. Donc, c'était clair dans ma tête depuis très, très longtemps que je voulais être un pilote. C'était un rêve d'enfance. Aux dernières nouvelles, on volait entre 1h et 4h cet après-midi. Comment tu fais pour ouvrir ton parachute? Tu vois-tu? Non, pas du tout. On laisse Snowbird. On a une intrusion là, au bord de la piste. La journée qu'il arrive quelque chose, on arrête instantanément de voler, on pose pas de questions. Essayez de comprendre qu'en ce moment, on est en délai et on perd du temps.